Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. On va parler de ces... Il y a de plus en plus, Karima, de boutiques de linge où il n'y a plus la possibilité d'essayer le linge. Puis pas juste dans des petites boutiques un peu perdues, isolées, qui ne veulent rien dire. Non, des Walmart. Le Walmart au marché central, apparemment, il n'y a plus de façon d'essayer le linge. Il faut que tu le fasses dans le rayon, tu te caches. Je trouve ça bizarre, hein, à l'ère des safe space, à l'ère de l'hypersécurité, à l'ère où... Et c'est correct, là, où on dit qu'il faut absolument s'assurer que, par exemple, il n'y ait pas de violence contre les individus, les femmes notamment. Là, on s'en va dans une direction, c'est comme contraire pour moi. Là, c'est comme le sens contraire complètement. Là. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des boutiques qui disent maintenant, ben non, on va économiser aussi. Il y a comme une espèce de souci d'économie de l'espace. Ben basta, on enlève les cabines d'essayage. Pourquoi? Ben on se dit que de toute façon, les gens achètent de plus en plus en ligne, Rémi. Donc, il y a comme l'habitude que tu reçois ton paquet, tu commandes en ligne, tu l'essayes chez vous. Si ça ne fait pas, tu renvoies ça. Donc, ces boutiques-là, ils se disent, ben on va améliorer un peu peut-être la situation avec nos politiques d'échange, là, ou quelque chose comme ça. Puis, ben c'est un peu de ce qu'on appelle en bon français la fast fashion. Là, c'est un terme anglicisé, mais la mode un peu rapide. Tu achètes ça, tu consommes. Tu sais, tu consommes la mode comme tu consommes un sandwich, un Big Mac ou quelque chose comme ça, puis tu le jettes après. Ou à la limite, ben, tu vas l'acheter, tu l'essayes chez vous, puis si t'es pas content, tu le retournes. Fait que moi, je pense que c'est l'habitude aussi, les fameuses habitudes de changement de magasinage. Fait que je sais pas, à la maison, vous, est-ce que vous avez changé vos habitudes? Est-ce que c'est important encore pour vous d'essayer? Moi, sincèrement, je n'aime pas ça. Moi, je suis à l'ancienne là-dessus. J'aime toucher le tissu. J'aime savoir la coupe, comment elle est faite, les coutures. Je suis sensible à ça. Pour moi, les vêtements, c'est une expression de soi aussi. Tu peux toujours le faire. Tu peux juste pas l'essayer. Mais non, mais c'est parce que c'est fatigant. Tu n'as pas comme l'expérience de voir, OK, ça me fait bien, j'aime ça, je l'aime pas, comment je le sens sur moi et tout ça. Bon, c'est une tendance. Après ça, ce que j'aime pas là-dedans, puis comme je te dis, je suis peut-être un petit peu à l'ancienne, je vais pouvoir acheter, puis c'est rare. Moi, j'aime aller acheter encore en boutique. Les choses que je vais commander, ça m'est arrivé quelquefois peut-être de commander en ligne sur des boutiques que je connais parce que je connais parfaitement la coupe du T-shirt, je connais ma taille, je sais que ça me va. Donc là, je peux y aller les yeux fermés. Tu sais, je connais telle marque, puis je sais que je peux faire ça. Mais je trouve qu'on perd en qualité de cette expérience-là. Tu sais, l'expérience réelle. On en parlait hier, le tout au virtuel, tout se passe devant les écrans, tout. Tu sais, c'est comme, on peut-tu encore avoir une expérience? Tu vas rentrer dans une boutique, tu vas parler à quelqu'un, tu vas être dans un environnement qui a été pensé, où c'est agréable, tu sais, que tu as quand même une expérience sensorielle. Moi, je me regarde l'expérience sensorielle du magasinage. Je trouve que c'est comme tout est rendu cheap. Là, j'ai envie de dire à ces boutiques-là, pensez à vos clients, là, arrêtez, c'est tout le temps le souci de l'économie puis du pied carré. Rendez ça agréable, puis on va venir magasiner chez vous, puis on va en acheter des guenilles. Non, mais moi, je dois être cynique aujourd'hui. Rentrer dans un magasin et parler à du monde à l'ère du télétravail, à l'ère des écrans, à l'ère des écouteurs dans les oreilles, le monde ne veut plus rien savoir, des liens sociaux. OK, on va parler à quelqu'un qui connaît un peu plus le sujet. Marie-Noëlle Cano, présidente de Cano Intelligence Collective, spécialiste de l'expérience client. Bienvenue à l'émission. Merci pour votre belle invitation. Très agréable de vous entendre en introduction. Bonjour. Un restaurant, là, par exemple, qui déciderait de fermer sa salle à manger parce que les gens commandent de plus en plus en ligne, il ferait une décision d'affaires. Mais un magasin, c'est des cabines d'essayage. Quel espace il sauve? Comment ça peut être une bonne décision d'affaires de faire ça? Je pense que la phrase clé, c'est « Si vous êtes pour faire une cabine d'essayage, faites-le bien », exactement sur ce que vous discutiez en introduction. Je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a des magasins bas de gamme, il y a des magasins de vêtements réutilisés, il y a des magasins de fast fashion, comme vous mentionnez, puis il y a tous les autres magasins à l'autre bout du spectre. L'expérience client que vous décrivez comme séparément celle que vous préférez, vous trouverez un magasin qui va répondre à ça. La question, c'est qui aura avantage à ne pas avoir de cabine d'essayage selon sa clientèle cible versus qui va vraiment miser là-dessus pour que l'expérience vienne chercher cette clientèle-là et la garde fidèle. C'est vraiment ça. Faites-le, mais faites-le bien. Sinon,
les néons jaunes fluorescents qui nous font regretter d'être rentrés dans la cabine d'essayage, on en a tous vécu. Je pense que c'est vraiment une question de public cible. Puis probablement beaucoup encore en phase test. T'sais, on parle là, de moins d'une demi-douzaine de chaînes en ce moment qui ont voulu tenter l'expérience. Je vous garantis que, à moins que j'ai manqué un commentaire, sont tous mauvais. Mais la question, ça va être est-ce que les gens vont acheter quand même? Puis il faut se rappeler, hein, les fameux sacs de plastique, on pensait qu'on pourrait pas s'en passer. Ben aujourd'hui, on collectionne les sacs réutilisables. La même chose pour les caisses libre-service dans les années 2010. Les magasins d'épicerie, justement, ont essayé, pour pouvoir permettre aux employés de mettre plus de temps à remplir les tablettes, de libérer les caisses. Ça n'a pas passé la première fois. Puis aujourd'hui, on voit des magasins comme Uniqlo, comme Decathlon, qui ont offert une expérience de magasinage caisse libre-service. Mon Dieu, qu'on est donc content de ne pas avoir à se casser la tête à attendre en ligne. Donc, je pense que c'est une question probablement en partie de quelle expérience, justement, la bannière elle veut offrir. Est-ce que le client est prêt à faire ce pas-là d'essayer à la maison plutôt que d'essayer dans une charmante cabine? Moi, je pense que c'est vraiment ça. Faites-le bien ou faites-le pas, puis le client prendra sa décision. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est une tendance, vous pensez, là, qui est en augmentation ou ça reste quand même marginal? Ça demeure marginal. C'est important de comprendre que la connexion avec le client, l'expérience qu'on lui fait vivre avant qu'il rentre dans notre magasin, pour qu'il choisisse notre magasin, pour qu'il passe du bon temps dans notre magasin, il y a beaucoup, beaucoup de détaillants qui misent encore là-dessus. Il y a plusieurs magasins là, qui ont fait ça. On va les nommer parce qu'il y en a un dont l'explication a été rendue publique dans le Wall Street Journal. J'achète ça pas du tout. On a parlé du Walmart. Il y a également le Village des Valeurs. Ça, je n'avais pas remarqué, mais dans les Villages des Valeurs, on ne peut plus essayer dans des cabines. Et il y a la marque Brandy Melville. Dans le Wall Street Journal, on dit « Ah, mais c'est parce qu'en fait, on remarquait que les gens fermaient les rideaux avec du chewing-gum. Puis là, c'était comme un peu fatigant, nettoyer. » Franchement. C'est pas pour ça, là. Alex de Montréal nous écrit c'est le vol à l'étalage. Je pense qu'il faut peut-être aussi nommer le chat, là. Je pense que les vraies raisons seront peut-être jamais connues. Mais pour avoir été assise à ces tables-là, on peut regarder, oui, le vol à l'étalage, le coût de la main-d'œuvre, l'espace carré sur la sécurité, c'est important, la sécurité des personnes, vous l'avez nommé en introduction. Je pense que ça peut être un multiple facteur. Ultimement, j'ose espérer que la décision vient du fait qu'ils connaissent bien leurs consommateurs et qu'ils savent que ça n'aura pas trop une incidence négative sur les ventes le temps que le consommateur s'adapte. Cela dit, pouvons-nous penser que c'est autre chose que financier? Ben, je pense que beaucoup de décisions à la base sont issues de ça, mais comprenez bien une chose, le consommateur, son pouvoir est dans son achat et l'achat qu'il ne fait pas. Donc, à moyen terme, on va voir qu'est-ce qui en arrive là, de ces décisions-là. Est-ce que d'autres détaillants dans cette même catégorie de produits-là vont suivre ou pas? Ça aussi, ça va être un bon indicateur. Puis, si ces entreprises-là retournent vers un modèle de cabine d'essayage, ça va nous dire simplement qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt. Est-ce qu'il sera plus tard? Mais il faudra qu'il y ait d'autres améliorations. Puis surtout, d'autres avantages pour le consommateur. Il faut comprendre que les politiques de retour vont devoir changer également. Si je suis obligée de me changer chez moi dans mon salon, faire 2 allers-retours au magasin, c'est mieux d'être agréable pour moi de retourner. Puis c'est certainement pas le cas pour beaucoup de magasins en ce moment. Mm-hmm. Et cette tendance-là, donc, ça serait plus sur des boutiques qui vendent moins cher, là, de ce qu'on comprend, parce qu'ils veulent économiser, là. Oui, je pense qu'ils ont fait le calcul de ce consommateur-là pour payer moins. Il est peut-être prêt à faire certains sacrifices ou changer certains comportements. Puis le temps saura nous le dire, mais c'est sûr que toute décision vient de vouloir offrir un prix le plus compétitif, le plus abordable possible au consommateur. Maintenant, est-ce que le consommateur va acheter ça? Le temps va nous le dire. Mais Marie-Noëlle Cano, je me suis demandé, moi, je me suis mis à la place de quelqu'un qui magasine, puis il faut que je le fasse parce que je magasine vraiment pas souvent. Mettons, je suis dans un magasin, puis là, je vois passer une chemise que je trouve belle. Là, je me dis, si je peux pas l'essayer, on dirait peut-être que je vais trancher en faveur de la chemise, alors que si je l'essaie, là, j'embarque dans une autre phase de négociation avec moi-même. Ah, là, je suis plus sûr si elle est belle. Est-ce que c'est ça aussi que les magasins se sont dit? Ils se sont intéressés à la psychologie du client, puis ils se sont dit, on a plus de chances de vendre le produit si on ne l'essaye pas. Ce que vous donnez comme hypothèse est excellente, puis c'est exactement ce que les gens rencontrent se sont demandé quand ils ont pris cette décision-là. C'est-à-dire, nous, notre consommateur le plus payant, est-ce qu'il est de type A ou de type B? Et donc, chaque
détaillants se posent cette question-là, puis sincèrement, c'est le grand mystère de la vie, comprendre ce consommateur-là. On fait des études psychologiques, on fait des études de marketing, on fait des études de communication. Je pense que si ces chaînes-là ont pris ces décisions-là, c'est qu'il y a des fondements, agréables ou non pour le consommateur, qui saura parler en bout de ligne avec un achat ou non, mais je serais pas tentée de dire que c'est forcément en faveur d'un achat de chemise. Je pense que ça va vraiment dépendre du consommateur, de son besoin, très important. Est-ce que j'ai besoin d'une chemise? Est-ce que je m'en vais dans un événement et j'ai besoin d'une chemise ou l'événement y est plus tard ou c'est pour le travail, j'en ai déjà quelques-unes chemises? Tout cet aspect-là psychologique du comportement du consommateur va venir influencer cette décision-là au même titre qu'un achat compulsif. Au même titre que, ouais, j'ai déjà essayé cette chemise-là, ouais, je l'ai un peu aimée, mais là, je suis pas sûre. Comprenez cette psychique-là qui se passe à l'épicerie, qui se passe au magasin de détail, qui se passe en ligne. Le fameux courriel, là, après avoir magasiné un petit peu en ligne, qui dit « Oh, vous avez oublié des items dans votre panier ». Tout ça, ça fait partie du psychique que les détaillants regardent et analysent. Mm-hmm. Puis en terminant, est-ce qu'on est dans une sorte de révolution là, dans le commerce de détail? Là? J'ai l'impression qu'on cherche un peu. Il y a eu la fermeture de grands magasins. On peut penser à l'Abbé. Il y a maintenant des boutiques qui décident d'enlever des cabines d'essayage. Il y a le commerce en ligne. On est-tu comme dans... Ça va-tu vraiment bouger? Là? On est-tu dans une révolution? Je pense qu'on est dans un grand changement, définitivement. Changement de paradigme, ce qu'on pensait qu'on pouvait pas faire, que malheureusement la pandémie nous a fait réaliser qu'on n'était peut-être pas si attaché que ça ou qu'on l'est plus. Fait que ce changement de comportement-là, avec une période de 6 ans maintenant derrière nous, c'est sûr que ça va permettre à des détaillants d'oser des solutions, des innovations même, plus souvent qu'autrement au profit du consommateur pour une meilleure expérience. Puis des fois, ben peut-être des tests ou des tests calculés pour dire, ben nous, ce qu'on veut, c'est maintenir notre prix, c'est réduire notre charge de main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre nous coûte X ou Y. Je pense qu'on est dans une période d'innovation. Je pourrais vous en nommer des dizaines. Ça me fera plaisir de revenir là-dessus plus tard, là, mais c'est définitivement un art pour les détaillants de dire on essaye des choses, on accompagne notre consommateur, mais toujours, l'important, c'est qu'ils le fassent à l'écoute de leur consommateur. Moi, je retiens un mot, en tout cas, c'est le mot test, parce que vous avez dit tantôt, il y a des boutiques qui, on pensait jamais, par exemple, qu'il y aurait des caisses libre-service, puis c'est apparu. Il y a aussi moi je me rappelle, le Dollarama sur la rue Ontario dans Hochelaga, il y avait des caisses avec des humains. Ensuite, il y a eu des caisses libre-service. Ensuite, ils ont enlevé les caisses libre-service pour mettre des humains. On parlait de ces cabines d'essayage qu'on enlève. Il y a un auditeur qui nous a écrit, le Walmart à Laval, sur le boulevard Saint-Martin, n'avait pas de cabine d'essayage. Maintenant, oui. Donc, en fait, c'est pas mal le free-for-all, Mme Cano. Merci d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Ultimement, le consommateur a le dernier mot. Faut qu'il le sache. Parfait.